Bonjour et merci de nous retrouver pour la suite de notre émission sur le zen et les écritures. Avec notre invité Pierre Crépon, nous avions retracé la semaine dernière l'histoire des liens entre le bouddhisme zen et certains textes, ainsi que l'origine et la nature de ces écrits. Aujourd'hui, nous allons voir quelle place tiennent les écritures dans la pratique actuelle du zen. Contrairement aux idées reçues, cette tradition vit au quotidien avec des textes séculaires qui sont chantés, étudiés ou encore recopiés et qui font ainsi partie de la pratique. Nous avons donc le grand plaisir de retrouver notre invité, Pierre Crépon. Bonjour. Bonjour. Alors, je rappelle que vous avez fondé le temple zen Kokeiji à Vannes, il y a 20 ans, et dans lequel vous enseignez le zen soto. Vous avez été le disciple de Maître Deshimaru, et puis vous êtes auteur et éditeur de nombreux livres sur le bouddhisme. Alors nous avions parlé la semaine dernière des grands textes dont le zen est imprégné, et notamment le Shobogenzo. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur la nature de cet immense ouvrage? Voilà, alors le Shobogenzo, c'est l'œuvre maîtresse de Maître Dogen, qui est un moine japonais qui a amené donc le zen de Chine au Japon et qui a fondé l'école Soto. En fait, le Shobogenzo est un recueil de textes, d'instructions diverses, qui s'étalent sur une vingtaine d'années, qui regroupe des textes de nature très différente. Enfin, c'est tous des instructions, mais dont les thèmes sont très différents. Il peut y avoir des thèmes, disons, plus philosophiques, qui traitent, par exemple, de l'existence et du temps, de la nature de Bouddha, de tous les points philosophiques de l'enseignement Bouddha. Mais il y a aussi des textes très prosaïques, ou alors comment méditer, comment pratiquer le zazen, mais aussi des textes qui se réfèrent à la vie monastique, par exemple comment se laver le visage, des choses très, très simples. Et en plus, l'ordre des textes, qui a été collectionné par Dogen lui-même, alterne un texte philosophique, à la suite il y a un texte très simple. Donc voilà, c'est cet ensemble qui fait référence à énormément de textes du passé, et le tout dans un style très particulier, difficile d'accès, il faut le dire, même pour les Japonais. Et donc il y a aussi des effets des fois graphiques qui sont difficiles à rendre en français, évidemment. Et Dogen est un personnage particulier, il part de son éveil, de son expérience du bouddhisme, du Bouddha. Et donc, des fois, c'est un peu difficile, même souvent, c'est un peu difficile comme texte. Mais en tout cas, c'est vraiment le cœur du Zen Soto. C'est un texte qui a été reconnu, même au-delà de la pratique bouddhiste. Les philosophes et les... Voilà, alors Dogen s'adresse aux personnes qui pratiquent le bouddhisme. Mais pas, beaucoup aux moines, mais pas forcément. Certains textes sont adressés clairement à des laïcs. À l'époque actuelle, jusqu'au XXe siècle, disons, c'était un texte qui était lu par les moines, essentiellement. Et encore d'ailleurs, pendant certains siècles, il a été un peu perdu de vue. Mais depuis les années 80, 70 aux États-Unis, 80 en Europe, il y a un intérêt mondial pour ce texte de la part de personnes qui ne sont pas forcément des pratiquants du zen. Et en particulier en France, maintenant il y a des personnes, des philosophes, des poètes, des romanciers. Par exemple, Christian Bobin, qui est célèbre, est un fervent lecteur du Shobogenzo. Donc voilà, ça touche des gens, des personnes en dehors de la pratique même. Oui. Parce qu'il y a une dimension, donc il y a cette dimension philosophique, et il y a aussi la dimension poétique. Dogen est un poète, et même si ce n'est pas forcément des poèmes en tant que tels, mais c'est une écriture poétique. Et donc, ça peut toucher toute personne qui est sensible à cette dimension de l'éveil. Alors, comment est-ce que le Zen Soto utilise le Shobogenzo? La pratique du zen, en général, est difficile. C'est-à-dire que le zazen lui-même est difficile. La vie monastique n'est pas si facile que ça non plus. Et le Shobogenzo est difficile d'accès. C'est le cœur il y a plusieurs cœurs dans le Zen Soto. Il y a le cœur du zazen, il y a le cœur du Shobogenzo, et il y a le cœur, je dirais, de la vie monastique et des rituels. Les enseignants du zen sans arrêt se réfèrent à Dogen. La phrase qui revient peut-être le plus souvent dans la bouche des enseignants du zen, c'est « Dogen dit dans le Shobogenzo ». Et on cite une phrase ou un paragraphe. Donc voilà, c'est la référence ultime. Alors à partir de là, donc, comme j'ai dit, c'est un texte difficile, donc c'est un texte qui s'étudie.
C'est-à-dire qu'on le lit, qu'on le relit, qu'on va d'un texte à un autre, parce qu'il y a des renvois. Et il y a une tradition depuis le 19e siècle de sessions, comme de séminaires d'études du Shobogenzo, ça s'appelait Genzo-e, qui était au Japon, qui est maintenant parfois en Occident aussi, où il y a un maître où plusieurs personnes vont se réunir pour étudier ces textes qui sont, encore une fois, assez difficiles. Et plus généralement, quels sont les liens, enfin les rapports entre l'étude de ces textes et la pratique? Alors, une question qui dépasse même le Zen Soto, qui est dans le bouddhisme en général. Dans le bouddhisme, il y a toujours eu ces deux pôles de l'enseignement. Alors, au début, l'enseignement était juste une transmission orale, après, il a été écrit, et la pratique de la méditation. Et donc, il y a un peu de ces deux pôles qui, malheureusement, des fois, sont devenus un peu antinomiques, mais dans toutes les traditions, que ce soit au Tibet, dans le Theravada ou dans le Zen, il y a ceux qui sont plus portés vers l'étude et ceux qui sont plus portés vers la méditation. Mais c'est une fausse opposition, c'est-à-dire vraiment les deux sont nécessaires. Et dans le Zen en particulier, même si le mot Zen vient de méditation, il y a les textes dont le Shobogenzo est l'emblème, on pourrait dire. C'est-à-dire parce que pour lire Shobogenzo, il faut avoir lu les autres textes. Donc il y a ces deux rapports. Alors justement, les autres textes, quels sont-ils, les textes références pour le Zen? Alors les textes références pour le Zen, c'est d'une part les sutras du Mahayana, d'une part les sutras de la grande sagesse, c'est-à-dire qui insistent sur la vacuité, et d'autre part les sutras qui insistent sur la nature de Bouddha. Donc il y a ces deux grands courants, je dirais. Et le Zen se réfère aux deux, plutôt au courant qui insiste sur la nature de Bouddha, plutôt qu'au courant de la vacuité. Et dans le Zen japonais en particulier, il y a le Sutra du Lotus, que Dogen révérait particulièrement, qu'il appelait le roi des sutras, qui est vraiment omniprésent. Qu'est-ce qu'il a de particulier, le Sutra du Lotus? Alors, le Sutra du Lotus, c'est comme le Shobogenzo, c'est difficile à résumer. Disons que par rapport au bouddhisme ancien, qui va mettre en exergue le nirvana, qui est l'extinction des désirs, on pourrait dire la paix, la quiétude, le Sutra du Lotus met en avant l'éveil dans le monde. Et sinon, en dehors du Sutra du Lotus, qui est un sutra indien au départ, il y a les textes chinois, dont on a parlé aussi la semaine dernière, mais il y a plus particulièrement des poèmes. Il y en a un qui s'appelle le Sandokai, un autre qui s'appelle l'Okyozamai, un autre qui s'appelle le Shinjinmei, qui sont d'ailleurs des textes qui ont tous été traduits et commentés par Maître Deshimaru quand il est arrivé en Europe, il y a une cinquantaine d'années maintenant, aussi le Shinjinmei. Et une partie de ces textes sont d'ailleurs, le Sandokai et l'Okyozamai, sont récités tous les matins dans les cérémonies, dans les rituels. Alors justement, l'utilisation des textes dans les rituels passe par la récitation, mais pas seulement. Voilà, alors en fait, il y a plusieurs rapports avec les textes. Il y a la lecture silencieuse, comme on lit nous, qui débouche sur l'étude, en se référant à d'autres textes, etc., des commentaires. Il y a la lecture à haute voix, qui est la récitation pendant les cérémonies. Il y a le fait de recopier les sutras, ça s'appelle shakyo. C'est en particulier le sutra du cœur qui est recopié. C'est une pratique qui au Japon est très développée, par exemple auprès des laïcs, parce que c'est une pratique qui est moins difficile que la posture de zazen, mais qui demande aussi beaucoup de concentration et qui a un rapport avec l'enseignement. Voilà, il y a plusieurs façons d'aborder les sutras, les textes. Il y a même, on appelle faire tourner les sutras. Alors, je sais que dans le bouddhisme tibétain, on fait tourner autour des stupas, voilà, avec tous les textes. Dans le cas du bouddhisme zen, on déplie, les sutras sont dans des textes comme pliés en accordéon, et pendant la cérémonie, on déplie ces sutras. Donc voilà, il y a tout un rapport au texte qui est pas seulement de lire le texte. Il y a plusieurs façons. On le copie, on le déclame, on le récite. Voilà, il y a beaucoup de choses qu'on... Oui, il y a beaucoup d'interactivité entre le texte et le pratiquant. Est-ce que ce sont des textes qu'on utilise justement en langue originale
En chinois, en japonais en l'occurrence, le Shobogenzo, ou est-ce qu'il faut qu'il soit traduit? Comment ça se passe? Pour le lire et pour l'étudier, il faut qu'on passe par la traduction, bien évidemment. Pour les réciter, mais en général, on les récite dans la langue originale, en sino-japonais, qui devient une langue liturgique. Moi, je pense que réciter les textes en français, ça perd beaucoup, parce qu'on perd le son. L'important à ce moment-là, quand on récite, c'est pas de comprendre le texte, c'est le son, c'est de le réciter à l'unisson, avec tout le monde dans l'assemblée. Et c'est deux moments différents. Parfois, les gens veulent le chanter en français parce qu'ils disent on comprend. Mais au moment où on chante, on n'a pas besoin de comprendre. On récite juste. Ça me le dit. Et à d'autres moments, on le lit, on l'étudie en français. Et donc, par exemple, dans le cas du Shobogenzo, l'édition est à la fois en français et en japonais. Pour les personnes qui connaissent ne serait-ce qu'un peu de japonais, ils peuvent revenir au texte original. Oui. Je crois que dans les temples, chaque temple propose un recueil justement de texes auxquels on peut se référer. Voilà, c'est ce qu'on appelle les livres des sutras. Chaque temple a son petit livre des sutras, où en général, tous les temples utilisent les mêmes sutras, de base en tout cas. Donc, ils peuvent avoir un ou deux sutras particuliers qui sont réunis dans ces petits fascicules. Pourquoi, et pour conclure, Pierre Crépon, pourquoi finalement est-ce important de ne pas oublier ce rapport au texte dans la tradition zen? Alors, d'une part, c'est une pratique à part entière, comme on l'a dit, la récitation est une pratique à part entière, mais c'est aussi que les textes, l'étude des textes donne de la profondeur à la pratique. Et comme la pratique donne de la profondeur à la compréhension des textes, comme je dis, les deux se renvoient l'un à l'autre. Et si on perd les textes, on perd l'enseignement de Bouddha, en fait. Parce que l'enseignement de Bouddha est contenu dans ces textes. Et à la fin, dans ces cas-là, la pratique risque de devenir simplement une gymnastique, mais peut-être une gymnastique spirituelle, ou comme le yoga qui est devenu du fitness. L'aspect de l'étude des textes est fondamental. Et je l'avais dit, je crois, la semaine dernière aussi, tous les grands maîtres du zen ont tous été des érudits qui connaissaient très bien tous les textes. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, aujourd'hui, le zen s'enrichit de textes contemporains, peut-être aussi? Alors oui, on a parlé de la tradition donc des textes indiens, après les textes chinois, les textes japonais, on a parlé du Shobogenzo, mais bien sûr, il y en a eu d'autres. Et maintenant, il commence à y avoir des commentaires en langue occidentale. Et alors, on en est encore au début, mais forcément, d'ici un siècle, 2 siècles, il y aura aussi une tradition de commentaires en langue occidentale qui apporte quelque chose de nouveau, parce que tout l'Occident est est empreint de christianisme, toute une tradition qui se retrouve dans la façon d'aborder, du christianisme, la philosophie grecque, etc. Donc, il y a une autre façon de voir les textes et sans doute il y aura des commentaires différents. Oui, il y aura la vision occidentale finalement. Voilà. Mais il faut un peu de temps. Très bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Pierre Crépon d'avoir été notre invité. Merci. Avant de nous quitter, voici quelques propositions de livres. Tout d'abord, Vivre par vœu de Shokohaku Okumura, édition Le Prunier Sully. 8 des textes fondamentaux d'origine chinoise et indienne que récitent quotidiennement les pratiquants du zen Soto, comme le Sandokai, sont ici commentés et révèlent ainsi certains de leurs aspects difficiles à comprendre. Le Shobogenzo de Maître Dogen, édition intégrale, traduit du japonais par Yoko Orimo chez Sully Éditions. Cette œuvre canonique séculaire, accessible en français grâce à l'immense travail de Yoko Orimo, est le cœur de la tradition zen, saluée au-delà des pratiquants bouddhistes. Le Sutra du Lotus, traduit du chinois par Jean-Noël Robert, édition Fayard, c'est l'un des textes fondateurs du Mahayana qui, avec ses paraboles, inspire les pratiquants bouddhistes depuis 15 siècles. Voilà qui termine cette émission. Merci de l'avoir suivie. Vous pouvez la retrouver sur France TV pendant 1 mois. Nous vous souhaitons un très agréable dimanche à tous. Merci.